Voici une histoire qui s'est passée non loin d'ici, chez nos amis anglais. Cette histoire est particulièrement marquante. Elle est toujours restée dans un coin de nos têtes avec ma sœur, bien que nous l'ayons découverte chacune de notre côté. Elle traite de solitude. Voici comment une femme va disparaître de la circulation dans l'indifférence générale. Elle sera retrouvée 3 ans plus tard, et il y a une vraie leçon de vie à tirer de l'épilogue tragique de ce fait divers. Aujourd'hui, la triste histoire de Joyce Carol Vincent. Comme toujours, likez la vidéo pour soutenir la chaîne et abonnez-vous pour plus de faits divers inédits. Joyce est une Anglaise a priori sans histoire. Sa famille est originaire de Grenade, dans les Caraïbes, et a émigré au Royaume-Uni du côté de Londres. Son père Lawrence est un menuisier d'origine africaine. Quant à sa mère, Lyris, c'est une femme au foyer d'origine indienne. La petite Joyce est née le 19 octobre 1965 dans l'ouest de Londres. Elle grandit près de Fulham Palace Road. Elle est la cadette de la famille. Elle a 4 sœurs aînées et alors qu'elle a à peine 11 ans, elle va vivre une terrible épreuve. Elle perd sa mère à la suite d'une opération qui a mal tourné. Étant la plus jeune de la famille, elle était particulièrement choyée par sa mère qu'elle aimait tant. La perte est brutale, sans compter l'attitude du père. Il ne s'intéresse guère à ses enfants, préférant draguer tout ce qui bouge. Il ne s'est jamais occupé de ses enfants, c'est quelqu'un de froid, de distant, et ce sont donc les sœurs aînée de Joyce qui s'occuperont d'elle et notamment de son éducation. Quant à son père, il disparaîtra avec le temps de la vie de Joyce. Et Joyce n'aime pas l'école qu'elle quitte dès l'âge de 16 ans sans avoir obtenu de diplôme. À peine 20 ans en 1985, elle commence à travailler en tant que secrétaire dans une compagnie maritime. Elle a ensuite, toujours en tant que secrétaire, rejoint une société japonaise, la Ito, avant de rejoindre le célèbre cabinet d'audit financier Ernst & Young, où elle restera 4 ans avant de démissionner en mars 2001 pour des raisons qui sont toujours inconnues à ce jour. On ne sait donc pas pourquoi elle a quitté son poste pourtant prestigieux, bien payé, qui incluait de grandes responsabilités puisqu'elle se chargeait d'effectuer de grands transferts d'argent. Joyce est décrite comme une femme intelligente, d'une grande beauté, qui avait une personnalité particulièrement attractive. Quoi qu'il en soit, après son départ d'Ernst & Young, elle est accueillie dans un refuge destiné aux victimes de violences domestiques de la ville d'Haringey, ce qui ne laisse aucun doute sur ce que subirait Joyce dans l'intimité par son compagnon dont l'identité reste à ce jour inconnue. Et alors qu'elle est hébergée dans ce foyer, elle occupe un poste de femme de ménage dans un hôtel à petit budget du quartier. Et c'est à cette période que petit à petit, Joyce s'est éloignée des membres de sa famille. Il n'y a eu aucun heurt, bien qu'elle ait toujours eu des relations tendues avec son père qui ne lui accordait encore une fois guère d'attention, mais au-delà de ça, elle n'a jamais eu de problème avec les autres membres de sa famille. C'est une famille sans histoire et décrite comme aimante. Alors a priori, rien ne justifie son éloignement, mais beaucoup pensent que c'est parce qu'elle avait honte de sa situation de victime de violence qu'elle a pris ses distances, mais d'autres pensent que c'est pour éviter que son ancien compagnon ne la retrouve. La situation était telle que 2 ans plus tard, en février 2003, alors qu'elle est âgée de 38 ans, elle déménage dans un appartement de Wood Green Shopping City qui est destiné à loger les victimes de violences conjugales. Voilà comment Joyce est décrite selon le Glasgow Herald, qui est un journal. Je cite: « Ses amis la considèrent comme quelqu'un qui fuit devant les problèmes, qui quitte son emploi si elle se dispute avec un collègue et qui déménage d'un appartement à l'autre dans tout Londres. Elle ne répond pas aux appels et ne semble pas avoir son propre cercle d'amis, comptant plutôt sur la compagnie d'inconnus présentés par le biais d'un nouveau petit ami, d'un collègue ou encore d'un colocataire. » En 2003, Joyce a coupé tout contact avec sa famille, elle semble n'avoir aucun ami proche, et pour ne rien arranger, elle tombe malade en novembre 2003. Elle est victime d'un ulcère qui lui vaut 2 jours d'hospitalisation, et détail qui veut tout dire, la jeune femme est si seule que dans la case « Personne qui doit être contactée en cas d'urgence », elle a écrit le nom de son banquier. Bref, après 2 jours, la situation s'étant améliorée, elle quitte l'hôpital et retourne chez elle. Et depuis, c'est silence radio. Plus personne n'a de nouvelles d'elle. Et personne ne semble s'en inquiéter plus que ça. Sa famille pense que c'est volontaire, ils ne savent même pas où elle habite. Elle qui déménage souvent, et encore une fois,
Elle ne voulait pas être localisée par son ex-compagnon, donc a priori, elle s'est volontairement faite discrète. Elle ne côtoie pas ses voisins. Et bientôt, en décembre 2003, soit 1 mois après son problème d'ulcère, une odeur commence à envahir l'immeuble. Une odeur particulièrement nauséabonde. Tout le monde la sent, mais tout le monde se dit que c'est sûrement les poubelles au pied de l'immeuble. Et quant à cette jeune femme qu'on ne croise plus, eh bien tout le monde pense qu'elle a déménagé et que le logement est vacant. Et pourtant l'une des fenêtres de l'appartement est ouverte, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, la fenêtre ne bouge pas et ça n'a l'air d'inquiéter personne. Pourtant, toute personne qui s'arrête 2 secondes devant sa porte peut entendre la télévision marcher. Pour un appartement inoccupé, c'est étonnant, sans compter que le facteur passe toujours déposer du courrier sous la porte. Avec les mois qui passent, certains membres de sa famille, et notamment ses sœurs, commencent tout de même à s'inquiéter. Que Joyce ne donne plus de nouvelles, ok, mais qu'elle disparaisse comme ça de la circulation, ça non. Elles sentent au fond d'elles que quelque chose cloche. Alors comme leur recherche reste vaine et qu'elles n'arrivent pas à localiser Joyce, elles prennent la décision d'engager un détective. Le détective arrive à localiser la nouvelle adresse de Joyce. Ses sœurs lui écrivent à de nombreuses reprises, plus de 50 lettres où elle la supplie de leur donner des nouvelles. Mais comme les lettres restent sans réponse, elles se disent que Joyce ne veut tout simplement plus de contact avec elle. Et il en est de même pour la multitude d'appels qu'elles lui ont passés. Et précisons que de ses 4 sœurs, Joyce était la seule à vivre en Angleterre. Toutes ses sœurs vivaient à l'étranger. Et c'est ainsi que les mois vont passer. Un à un, sans que Joyce ne refasse surface, pire même. Elle vit dans une solitude telle que personne ne remarque son absence. Il faut savoir que la moitié des loyers sont payés par les services sociaux. Le reste, c'est Joyce qui s'en acquitte par le biais de prélèvements automatiques. Mais voilà que presque 3 ans après son hospitalisation, les loyers ne sont plus versés. Ou pas en totalité en tout cas, les services sociaux versent leur part, mais pas Joyce. Elle a plus de 2400 livres de loyer impayés, Joyce ne répond à aucune des relances, alors décision est prise par le trust qui gère l'immeuble de l'expulser. Et bientôt la date d'expulsion est fixée, ce sera le 25 janvier 2006. Des huissiers se présentent au domicile, ils frappent à la porte, tambourinent même, mais aucune réponse. C'est étonnant, car à y regarder de plus près, on entend la télé. Et la porte est fermée de l'intérieur, et à double tour qui plus est. Alors comme le veut la procédure, un serrurier ouvre la porte. Et c'est une pile impressionnante de courriers qui obstrue la porte d'entrée. Et on apprendra plus tard que parmi toutes ces lettres, il y a la 50aine de lettres envoyées par ses sœurs. Il y a de la vaisselle entassée dans l'évier, on l'appelle, personne ne répond, on n'entend que le bruit de la télévision, et dans le petit salon, gît, sur le canapé, sur le dos, le corps sans vie de Joyce. Elle est là depuis si longtemps qu'il ne reste d'elle que des os. Elle est là, entourée d'un sac de provisions et de cadeaux de Noël qu'elle était de toute évidence en train d'envelopper. Nous n'avons jamais su à qui ils étaient destinés, mais une chose est sûre, il apparaît clair qu'elle a été emportée brutalement. Et précisons aussi que même le chauffage était toujours en marche, il était versé par prélèvement automatique chaque mois. En tout cas, ça fait 3 ans que Joyce est là et que personne ne l'a trouvée. On estime que le pire s'est produit environ 1 mois après qu'elle était hospitalisée pour son ulcère. Et malgré son jeune âge, 38 ans, on ne peut que supposer, vu l'état du corps, qu'elle a été victime d'une crise d'asthme ou de complications liées à son ulcère. Elle s'en est donc allée à l'âge de 38 ans de cause naturelle. Les voisins diront ne jamais rien avoir remarqué d'anormal, si ce n'est ce bruit de télé et l'odeur, mais ils n'ont jamais fait le lien. L'un d'eux, un certain Michael Dobbs, dira tout de même, je cite, « Sans parler de l'odeur nauséabonde, à chaque fois que j'ouvrais ma fenêtre, je voyais d'étranges petits insectes noirs ramper à travers. Certaines personnes qui l'avaient côtoyée et qui n'avaient plus eu de nouvelles d'elle avaient tout simplement pensé qu'elle était partie ailleurs pour une vie meilleure. » On sait qu'au moment de sa disparition, Joyce avait un petit ami, mais personne ne sait qui c'est. Encore une fois, Joyce, isolée comme elle était, elle ne se confiait à personne, elle n'avait d'ailleurs aucun ami. Les rares fois où elle avait un semblant de vie sociale, encore une fois, c'était par le biais d'un colocataire ou d'un petit ami. Mis au courant, les membres de sa famille, et notamment ses sœurs, ont été tristes d'apprendre tout ça. Elles ont déclaré aux enquêteurs, je précise d'ailleurs qu'elles ont été sollicitées par la presse, mais que jamais elles n'ont accordé d'interview. Elles ont déclaré
que Joyce était de nature secrète. Elle pouvait déménager du jour au lendemain sans le dire à personne, changer de relation sans le dire à personne, et elle ne ressentait de toute évidence pas le besoin de se confier à des proches. Peut-être n'en avait-elle pas envie, peut-être n'avait-elle pas cette chance, ou peut-être encore que cette attitude cachait quelque chose de plus grave, qui sait. En tout cas, ce sont elles qui ont révélé que Joyce avait par le passé été fiancée avec cet homme abusif qu'elle a longtemps fui. Cette découverte a profondément ému le pays. La solitude dans laquelle vivait Joyce, le fait qu'elle se trouvait là pendant près de 3 ans sans que personne ne remarque son absence, dans une ville qui compte pourtant plus de 8 millions d'habitants, choque tout le monde. C'est pourquoi cette histoire d'ailleurs est si célèbre aujourd'hui, elle dispose même de son propre Wikipédia, mais Joyce serait tombée dans l'oubli s'il n'y avait pas eu l'intervention d'une femme. Une femme qui lui a donné un visage, une histoire, la réalisatrice Carol Morley. D'ailleurs, la quasi-totalité des informations que je vous ai données et que je vais vous donner ont été recueillies par ses soins. Vous pouvez retrouver tout ça dans le documentaire Dreams of a Life. Tout a commencé lorsque Carol a vu un article dans le Sun qui parlait d'une femme restée 3 ans sans vie, sur son canapé, devant sa télé. Elle était hantée par cette scène. Il n'y avait aucune photo dans l'article, aucune information sur la vie de Joyce. Rien. À tel point que beaucoup se sont demandé à l'époque s'il ne s'agissait pas d'une légende urbaine. La nouvelle a fait le tour du monde, on en parlait entre collègues, entre amis autour d'un café, avant que l'affaire ne disparaisse petit à petit. Touchée par son histoire, Carol Morley a donc entrepris de contacter une à une les personnes qui ont partagé la vie de Joyce. Pour ce faire, elle a publié cette annonce dans un journal du coin, dans l'espoir que des proches se manifestent. Elle a également posté des annonces sur Internet et a même loué une affiche publicitaire posée sur le côté d'un taxi. Le message est à chaque fois le même. Connaissez-vous Joyce Carol Vincent? Et pièce par pièce, elle va assembler le puzzle de la vie de Joyce. Elle a été contactée par plusieurs personnes qui ont vu l'annonce. Martin Lister, par exemple, un ancien petit ami de Joyce avec qui elle est restée 3 ans alors qu'elle avait 20 ans. C'était en 1985. Elle travaillait alors dans la société maritime japonaise dont je vous parlais plus tôt. Joyce était la secrétaire du PDG et Martin, lui, était commercial. Il a dit à Carol que Joyce était une travailleuse acharnée qui, grâce à ses excellentes compétences et son sérieux, a pu occuper d'excellents postes. Elle ne manquait de rien, gagnait même très bien sa vie. Et c'est pour cette raison qu'il a été très étonné d'apprendre qu'elle vivait dans un logement social. Il a indiqué n'avoir appris ce qui lui était arrivé que lorsqu'il est tombé par hasard sur l'annonce de Carol, apprenant ainsi la tragédie, car il échangeait de temps en temps avec elle jusqu'en 2002, avant qu'il ne se perde de vue. Et cerise sur le gâteau, c'est lorsqu'il a tendu à Carol la photo de Joyce, qu'il avait conservée, même plusieurs photos, que Carol a enfin pu mettre un visage sur son nom. Martin lui a dit que tout le monde trouvait qu'elle ressemblait à Whitney Houston. Nostalgique, il lui a précisé que sa belle chevelure venait de sa mère, qui, rappelons-le, est indienne. Il a précisé que jamais il n'avait rencontré sa famille. Elle lui avait bien parlé de sa mère, qu'elle avait perdue alors qu'elle n'avait que 11 ans, du lien étroit qu'elles entretenaient, qui était exacerbé par le fait que Joyce était la petite dernière. Il savait que la fratrie était dispersée. Joyce voulait qu'il se marie, mais comme il le dira lui-même, comme beaucoup d'hommes, il ne voulait pas se poser. Et il se demande comment tout ça a bien pu arriver. Comme on peut le lire dans le Guardian, il a ouvert un petit répertoire à la lettre J. Et là, où il y avait marqué Joyce Vincent, il y avait une tonne de Tipex. Il a dit à Carol, c'était vraiment alarmant à quelle fréquence elle déménageait, au moins une fois par an. Martin a ensuite mis en relation Carol avec un certain John Le Grec, qui était un ami commun du couple. Lui en sait sans doute plus, d'autant plus que c'était un ancien colocataire de Joyce. John avait bien vu ces articles qui parlaient d'une femme retrouvée sans vie sur son canapé, devant sa télé, bien des années plus tard, mais jamais il n'a pensé une seule seconde qu'il pouvait s'agir de sa Joyce. Il n'avait pas fait le lien la dernière fois qu'il lui a parlé, c'était au téléphone, et il regrette aujourd'hui de ne pas avoir fait l'effort de la voir. Il se souvient qu'à l'époque, ils étaient une grande bande de copains qui sortaient beaucoup, il a dit, je cite, « Partout où elle allait, et quoi qu'elle fasse, il y avait des gens qui essayaient
de coucher avec elle. C'était un fardeau pour elle d'être si belle. Elle était très intelligente, beaucoup plus intelligente qu'elle ne le laissait paraître. Je pense qu'elle a eu plusieurs vies. En retour, John a demandé à Carol pourquoi elle était fascinée par cette histoire, ce à quoi elle a répondu « Et si vous croyez aux signes, là vous allez être servi ». Elle a répondu, je cite, « J'ai découvert qu'il y avait beaucoup de choses qui nous reliaient. Nous avions exactement le même âge, nous partagions un nom, Carol, qui est le deuxième prénom de Joyce. À un moment donné, nous vivions dans la même rue, sans compter que Joyce a perdu sa mère quand elle avait 11 ans, et j'avais 11 ans lorsque j'ai perdu mon père. » Carol a aussi réussi à retrouver un ancien ami, un musicien qui lui avait loué un logement à la fin des années 80. Il se souvient d'une femme qui aimait chanter et il a dit, je cite, « Je ne comprends pas, elle avait beaucoup d'amis, elle avait une bonne vie sociale, c'était un avenir brillant qui lui tendait les bras. » Et ce qui étonne cet ami, qui s'appelle Kirk, c'est d'apprendre qu'à l'âge de 38 ans, Joyce vivait seule. Il a dit « Joyce était le genre de personne qui inquiétait la plupart des femmes. C'était une menace belle, intelligente, qui réussissait professionnellement. Elle avait déjà enregistré chez lui, mais il a perdu la cassette. Il ne peut pas s'empêcher de se demander si Joyce n'aurait pas été plus heureuse si elle avait continué dans la chanson et pris un chemin différent. Il se souvient qu'elle avait une clique d'amis avec tout un tas de banquiers de la ville. Carol a également retrouvé une ancienne amie proche de Joyce, Catherine Clark. Elle était sa colocataire et elle a dit que Joyce n'avait au-delà d'elle qu'une seule autre amie proche. Précisons qu'elle était sans cesse entourée de garçons qui lui faisaient la cour et qui, eux, faisaient tout pour rester en contact avec elle. Et qu'elle ait fini dans un refuge pour femmes ne l'a pas étonnée car beaucoup pouvaient devenir très durs avec elle pour la garder. Et elle précise qu'elle était toujours impeccablement vêtue de la tête aux pieds. Carol a aussi rencontré un autre petit ami, un certain Jason. Il a expliqué que quand il a rencontré Joyce, lui était de classe ouvrière, que Joyce avait 5 ans de plus que lui et qu'elle rêvait de devenir une pop star. Et ça le frustrait. Il lui en voulait d'avoir des rêves. Et c'est pour lui terrible ce qui lui est arrivé. Il se souvient qu'avant lui, Joyce était sortie avec un baron et un député. Elle connaissait autrefois la chanteuse soul américaine Betty Wright, mais aussi la chanteuse disco américaine Judy Cheeks, qui a déjà emmené Joyce dîner avec Stevie Wonder. Elle a aussi rencontré Nelson Mandela, B.E. King, Jill Scott Heron, etc. grâce à son ami musicien. Et quand Carol s'est renseignée auprès des anciens collègues du cabinet Ernst & Young, là-bas, personne ne semblait réellement savoir pour quelle raison elle avait démissionné. Il semblerait que Joyce ne racontait pas la même histoire à tout le monde. Alors qu'elle disait à certains qu'elle avait été repérée par un chasseur de têtes et qu'elle avait été débauchée pour intégrer un poste plus prestigieux, plus avantageux, elle disait à d'autres qu'elle démissionnait pour partir en voyage avec une vingtaine de personnes et que de ce fait, elle mettait sa vie professionnelle en stand-by. Or, on sait qu'en réalité, elle a quitté son emploi pour aller se cacher, trouver refuge dans l'association pour femmes victimes de violences conjugales à Haringey. Carol a aussi appris qu'elle était fiancée pendant plus de 2 ans à cette période, à cet homme, à cause de qui elle a dû se cacher. Carol l'a retrouvé, mais il a catégoriquement refusé de répondre à ses questions et a même exigé que jamais elle ne dévoile son identité. Dan, un collègue, a dit à Carol « Je sais que ça semble étrange, mais il me semble que nous parlons de 2 personnes différentes. Je ne peux pas relier la Joyce dont vous me parlez à la Joyce que je connaissais. Je veux dire qu'elle a donné l'impression d'être une personne heureuse et pétillante, mais cela vous fait vous dire qu'on ne sait jamais vraiment ce qu'il se passe. » Et lorsque Carol a montré à ses collègues d'Ernst des images du lieu du drame, Kim, une autre collègue, a dit « L'endroit où elle a fini ne correspond pas à son personnage. J'ai toujours imaginé qu'elle vivait dans une très belle maison victorienne, avec de beaux meubles, de belles choses autour d'elle, tout impeccable et parfait, pas quelque part comme ça. Je ne comprends vraiment pas, c'était une fille très populaire. Je ne sais pas pourquoi nous ne sommes pas restés en contact, je me sens un peu coupable à ce sujet. » Voilà, on pense rétrospectivement que si Joyce s'est éloignée de ses proches, c'est à cause de ce compagnon violent. On suppose qu'il aurait volontairement isolé la jeune femme pour mieux la manipuler. Peut-être lui a-t-il demandé de choisir entre sa famille et lui, même si on ne peut éluder le fait qu'elle était de toute évidence quelqu'un de solitaire.
Tout ça s'est passé en 2006 et beaucoup se sont demandé comment à l'ère d'Internet, alors que le monde est si connecté, une femme a pu disparaître et qu'il a fallu 3 ans pour s'en apercevoir. Voilà, s'il y a une leçon à tirer de cette histoire, c'est peut-être d'être vigilant vis-à-vis de ceux qui nous entourent, surtout s'ils sont seuls, une mamie qui habite au-dessus, un proche en maison de retraite, un coup de fil, une main tendue. Tout peut faire la différence. Martin Lister disait regretter de ne pas avoir su garder contact avec elle, qui était devenue son amie. Méditons tout ça, les amis. Beaucoup de personnes seront seules en ces fêtes de fin d'année, seules comme chaque année pour certains, ou seules à cause du Covid pour d'autres, et toutes nos pensées vont vers elles. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas, encore une fois, à liker la vidéo, à vous abonner, à nous suivre sur Instagram, Lilia, on vous met le lien en barre d'infos, et je vous dis à très vite sur YouCrime pour une autre triste histoire.